Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. Nous recevons Boris Andieta Boufor, artiste plasticien camerounais qui vit et travaille à Douala. Il est diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban au Cameroun. Artiste protéiforme, Boris compose des silhouettes noires animées de logotypes qui reflètent ce qu'il définit comme les conventions sociales et matérielles asservissant les hommes. Des lettrages et logos qui renvoient également aux marques laissées sur le corps par la maladie. Consumérisme, superficialité, sonne comme une dénonciation des conditions de production d'une société du spectacle. Source orafrica.com. Boris aujourd'hui va nous parler de son univers, de son travail, de son parcours, comment il a commencé, qu'est-ce qu'il a mené à l'art, etc. Bonjour Boris. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton atelier. Et je vais commencer par peut-être le plus facile, le plus évident, la question qu'on posera à tout artiste. Comment es-tu arrivé à l'art, Boris? Il faut dire, j'ai commencé à m'intéresser à l'art comme tout autre enfant. Parce que ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les enfants, de gribouiller, de faire des dessins. Et après, j'ai développé cet intérêt-là. Je suis né à Bamenda et j'ai grandi là-bas. Et c'est quand je suis au lycée, en classe de 3e, que je fais la rencontre d'une dame qui m'a forgé en fait, qui m'a appris à avoir confiance en moi. Mais à cette étape déjà, qu'est-ce que tu faisais comme proposition artistique ou comme dessin? C'était quoi voilà. C'était beaucoup plus les reproductions de bandes dessinées, les dessins des magazines, les livres scolaires. Oui, c'était beaucoup plus les reproductions. Et puis quelques dessins de sensibilisation qu'on faisait à l'école. Parce qu'à l'époque, j'étais dans le club art plastique. Mais après ça, tu vas à l'école, au secondaire en tout cas, et au lycée. Et là, comment ça se passe? Parce que le secondaire ou le lycée que tu fais, ce n'est pas un lycée artistique, ce n'est pas un lieu où on apprend les beaux-arts, etc. Mais comment tu fais pour garder ta flamme pendant cette période-là? Il faut dire que j'ai fait la science, la section anglophone, science. Et là-bas, il y a la biologie, je faisais la biologie, et il y a les diagrammes, il y a les dessins. À force de reproduire ces dessins-là, je me donnais à chaque fois un défi d'avoir le meilleur dessin en classe. Et c'est comme ça que j'ai gardé la main. Et en même temps, je fréquentais un atelier de sérigraphie au quartier. Et à chaque fois que j'ai eu mes vacances, je partais dans cet atelier. Pendant les week-ends, je vais aller là-bas, je vais apprendre les techniques sérigraphiques, je vais apprendre un peu les logiciels. Et étant au lycée, c'est ces activités-là qui m'ont forgé. Et ajouté à cela, j'ai aussi fait la connaissance de Evanson Elad. Oui, c'est aussi un artiste qui est il était basé à Bamenda. Aujourd'hui, il est à Maryland, aux États-Unis. Et Angus Walters, ce sont les enfants de Zantespie. C'est les artistes qui ont fait les ateliers de Zantespie. Et avec eux, et Godi Brown. Et avec cet artiste-là, chaque week-end, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, je suis avec eux. S'ils montent, je monte avec eux. S'ils descendent. Parce qu'au Nord-Ouest, c'était eux qui étaient considérés comme des artistes. Parce qu'ils faisaient des travaux, ils faisaient des expositions, ils voyageaient et ils faisaient que ça.
ils n'avaient pas une autre activité parallèle. Dans ce milieu-là, avec ces artistes-là, est-ce qu'ils faisaient déjà des expositions à Bamenda même? Il y avait beaucoup d'activités artistiques, de démonstrations liées à ça? Bon, à Bamenda, pas vraiment. Ils étaient constamment en train d'exporter leurs travaux, oui. La majorité de leurs travaux étaient exportés. Et parfois, ils venaient à Douala, à Yaoundé pour montrer le travail. Et à Bamenda, il y avait beaucoup plus les expatriés. Étant à l'atelier, il y a les Peace Corps, les gens qu'on envoie pour faire le bénévolat. Oui, quand ils viennent, ils voient le travail, ils achètent, ils font les ateliers. Et il y avait aussi les NGO, les ONG, oui, qui sollicitaient leur talent pour faire les ateliers avec les écoles, les enfants. D'accord. Et du coup, toi, tu as ce parcours, on peut dire, de pré-apprentissage auprès de ces artistes que tu as cités. Tu as ton bac et tu vas à l'Institut des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui se passe, Boris? Comment un scientifique, un bac en sciences se retrouve, a même l'idée d'aller s'inscrire dans un Institut des Beaux-Arts? Bon, l'histoire, elle est compliquée. Elle est simplexe, elle est simple, en même temps, elle est compliquée. Ouais. Avant de me retrouver là-bas, j'ai commencé à, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait la série sciences et j'avais en tête de devenir médecin. Je voulais devenir médecin pour prouver à mon père que je ne suis pas un con. Parce que pour lui, quand j'ai décidé de devenir artiste, il a dit c'est parce que l'école me dépassait en quelque sorte, c'est parce que je ne me retrouvais plus dans les cours. Et j'ai composé le bac, j'ai eu le bac. Après, il y avait, comme au Cameroun, il y a toujours les périodes de préparation pour faire les concours. J'ai commencé à faire les préparations pour faire le concours de CUS, FMBS à Yaoundé. Oui, faculté de Health Sciences à Boya. Et j'ai fait ce concours, on a fait. Et après, on a composé, j'ai eu de très bonnes notes. Jusqu'à mes formateurs ont dit, bon, à cette allure-là, tu as quand même espoir, puisque c'est un concours national. Et puis là, tu es quand même sorti parmi les 10 premiers dans ta région. Ça veut dire que quand même, il y a l'espoir, il faut juste beaucoup travailler. Je me dis, bon, je suis en train de partir sur la bonne voie. Et le moment décisif, c'est quand on me donne l'argent pour aller m'enregistrer. On m'a remis 25 000 francs qu'il fallait faire l'inscription. Oui. Il fallait choisir soit pour Boya, soit pour Yaoundé. J'ai dit, bon, je vais aller arriver là-bas, je vais voir là où il n'y a pas beaucoup la masse, je vais faire ça. J'arrive là-bas, quelque chose me dit, mais est-ce que ça, c'est véritablement ce que tu veux faire? Je me dis, bon, je commence à réfléchir, je décide que bon, je vais prendre cet argent et je vais plutôt m'inscrire à l'Institut de Beaux-Arts de Foumban. Parce que comme on avait lancé les concours nationaux, tous les inscriptions étaient au même moment. Je prends l'argent, je pars, à l'époque c'était la FIFA où on faisait les inscriptions. J'arrive là-bas, je paye l'inscription. Et quand je rentre à la maison, je dis à mes parents que bon voilà, je me suis inscrit, ça va, on va composer tel jour. Donc le programme, ils sont un peu rassurés. Mais par contre, j'ai dit à ma mère que voilà ce que je fais, voilà. Et ma tante aussi était au courant parce que c'est avec elle que j'ai grandi. C'est la femme de mon oncle, c'est avec elle que j'ai grandi. Et les deux personnes étaient au courant, sauf mon père et mes tantes qui n'étaient pas au courant. Et le moment que les résultats sont sortis, on a prononcé les résultats. Je leur ai dit tout simplement que bon, moi je n'ai pas eu le concours. Bon, c'était comme ça, c'était compliqué, c'était difficile, je n'ai pas eu. Quelques mois plus tard, le concours de Beaux-Arts sont sortis. Et j'ai dit à mes parents que bon, voilà, j'ai eu le concours pour entrer aux Beaux-Arts de Foumban. Je n'ai pas eu l'autre concours, mais ça au moins, ça se présente à moi.
et je pense que je peux aller là-bas. Ils ont dit, bon, surtout que tu as échoué de l'autre côté, il faut aller. C'est comme ça que je me retrouve à Fumban. Et ton père, est-ce qu'il connaît cette histoire aujourd'hui? Oui, il est au courant. Il est au courant, mais pas en totalité. Oui. Il sait juste que j'ai composé le CUS, j'ai Oui. composé ça, Voilà, puis j'ai eu ça. Voilà, il ne sait pas que tu as fait carrément le choix de ne même Jusqu'à pas aujourd'hui, aller. il n'est pas au courant. Et ok, il saura. Donc, papa, tu es au courant maintenant. À travers le podcast, je crois qu'il va... Voilà, il comprendra ça, c'est certain. Mais déjà, comment tu... parce qu'à l'époque, l'Institut des Beaux-Arts, c'était nouveau. Quand même, c'était nouveau. Comment tu es au courant qu'il y a voilà, cette institution qui existe et qui forme des artistes? C'est quand je suis au lycée, la dame, je suis désolé, j'ai oublié son nom, parce qu'on l'appelait Art Madame. On l'a tellement appelée Art Madame au point où on a oublié son nom. Donc, c'est elle qui m'a dit, tiens, tu as eu ton bac, il y a 2 écoles au Cameroun que je pense qui sont proches de toi. Il y a Nkonsamba, il y a Fumban, que tu peux t'inscrire. Et c'est elle qui me donnait les informations que le concours c'est tel jour, parce que c'est quelque chose qui n'était pas assez vulgaire. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Ce n'était pas rendu public comme les autres concours, comme l'ENAM, comme l'ERIC. Pour avoir les informations, il fallait vraiment aller chercher. Donc, c'est elle qui me donne les informations, c'est elle qui m'a tout dit et puis je suis allé composer. Ok, super. Mais dis-moi quand même, parce que ce n'est jamais facile pour nous les artistes vis-à-vis de nos parents de se faire accepter comme artiste à plein temps. Comment tes parents, eux, ont pris la nouvelle? Parce que oui, tu avais le concours, mais comment eux, ils ont réagi vraiment face à ça? Voilà, notre fils demain sera artiste. On ne sait même pas vraiment ce que c'est. Comment ça s'est passé en famille? Bon, pour mon père, lui, il a pris ça pour un premier temps comme quelque chose qui va m'occuper pendant 1 an, le temps pour moi de préparer encore le concours, donc de recomposer. Et ma mère, j'ai été quand même assez clair avec elle que bon, voilà ce que je veux faire. Et c'est décidé. Il n'est pas question pour moi de recomposer encore un autre concours. Je vais aller là-bas, puis je vais affronter ça. Pour ma tante, elle était d'accord parce qu'elle m'a beaucoup soutenu, maman Micheline. Je dois beaucoup à ces femmes. Elle est ma mère. Pour ne pas dire qu'elle est comme ma mère, c'est elle qui m'a élevé. Les deux personnes-là ont joué un rôle très principal dans ma vie et mon histoire en tant que jeune artiste. Mais je suppose aujourd'hui que ton papa, ça va, il a compris que voilà, tu es épanoui dans ce que tu fais, il doit être heureux pour toi quand même maintenant. Il faut dire la vérité, ici en Afrique, au Cameroun, quand on dit que quelqu'un est épanoui, ça veut dire qu'il y a déjà les finances. Oui. Pour dire à ton père que ça va, moi je vis bien, il faut qu'il voit, certaines choses qui le rassurent. Mais aujourd'hui, mon père ne peut pas, il ne peut pas dire que bon, mon fils vit mal ou bien, parce que de plus en plus, il voit mes exploits, il voit les petites choses que je fais, j'arrive à fonder ma famille, il voit que je deviens responsable et indépendant. Et surtout que depuis l'université, son aide ne venait pas, elle venait en compte-gouttes, quoi. La pause d'art. Tu as ton bac, tu jongles comme on dit, tu t'inscris à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Oui. Comment ça s'est passé ta formation là-bas? Comment c'était? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie en tant que jeune apprenant dans cette institution? Parce qu'il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que les instituts des beaux-arts chez nous n'ont rien à voir avec ce qui peut exister en Occident.
déjà, l'Institut des Beaux-Arts de Fumban n'a toujours pas de, comment je vais appeler ça, d'infrastructure vraiment dédiée à la formation. Les populations n'étaient pas préparées à recevoir des étudiants dans leur ville. Du coup, il n'y avait presque pas de cité universitaire. Il n'y avait pas de cité universitaire, en fait, des choses comme ça. Donc, c'est juste pour planter le décor, pour que quand tu vas décrire des choses, que les gens puissent comprendre. J'arrive à Fumban, j'ai eu mon bac en 2012. 2012-2013, je suis à Fumban. Première année pour l'art plastique et l'histoire de l'art. Arrivé à Fumban, je n'avais pas de maison, je n'avais pas la possibilité de louer une chambre, un espace à moi. Il y a un de mes aînés qui m'ont hébergé. Il s'appelait, je dis il s'appelait parce qu'aujourd'hui il est décédé suite à la crise anglophone au Nozo. Il a reçu là-bas, paix à son âme. Koucha Rodrigue, celui qui m'a hébergé pendant près de 6-7 mois. Qui repose en paix. Parce que sans lui, je ne devais pas avoir de toit. Je devais certes avoir le concours, mais je ne devais pas avoir de maison. Puisque je n'avais pas les moyens de payer une chambre. Et à Fumban, les chambres se payaient à 10 000 francs, à 5 000, 7 000. Et je n'avais pas cet argent. Ni ma mère. Mon père, peut-être il l'avait, mais comme il avait décidé que je ne vais pas faire ça, il s'est retiré. Oui. Lui m'a hébergé, je suis resté avec lui et j'ai appris beaucoup de lui. Parce que lui, j'entre en première année, lui faisait déjà troisième année en art plastique. Donc, à ses côtés, il avait un atelier de sérigraphie. Donc, à ses côtés, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai anticipé en fait les cours. Avant d'aller faire un cours, il me dit, bon, voilà ce que tu vas apprendre, voilà. Donc, je faisais les choses un peu en avance et il me guidait. Mais il faut dire que, surtout que je n'ai pas eu une formation artistique propre avant. J'ai beaucoup appris à IBAF, l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Et les premiers cours de dessin, c'est là-bas d'une manière officielle, dans un espace qui est dédié à cela. Malgré le fait qu'on n'avait pas un atelier de dessin approprié, on avait un atelier de peinture, on avait des espaces qui jouaient ces rôles-là. Et puis on se plaisait avec, surtout qu'on n'avait pas vu plus grand que ça. Oui. Donc je suis avec lui. Chaque jour, je me lève, je pars à l'école. Après les cours, je rentre à l'atelier. Je passe d'abord à l'atelier de sérigraphie. On a les pochoirs à faire, on a les t-shirts à floquer, on a les estampes, comment on dit ça, les cachets, oui. Parce qu'on faisait aussi les cachets manuellement, oui. Donc, je peux dire, ces activités-là qui t'ont permis de financer plus ou moins tes études, des choses comme ça. Mais dis-moi, parce qu'il faut peut-être préciser quelque chose. L'enseignement dans ces instituts de beaux-arts et même dans celui de Fumban n'est pas bilingue. C'est bien ça, c'est pas bilingue. Est-ce que la langue n'a pas été quand même un problème pour toi quand tu es arrivé dans cet espace où tout était enseigné en français dans un pays bilingue? Petite anecdote, après 3 mois, donc octobre, novembre, début décembre, je suis rentré chez nous avant les vacances. Je suis rentré dire à ma mère que je ne peux plus. Que là-bas, tout est en français. Toutes les cours sont en français, même formation bilingue. On faisait formation, puisque nous, on venait de Bamenda, nous sommes anglophones, on doit faire français, et les francophones devaient faire anglais. Donc même formation bilingue que je croyais que je devais faire anglais, je me retrouve toujours en train de faire français. J'ai dit bon, je ne peux pas. Le niveau de français là-bas à l'université s'est élevé. Et ma mère a essayé de m'encourager, que maintenant tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas devenir, tu vas donner raison à ton père.
Il va me voir comment, ça sera comme si j'ai mal conseillé mon enfant. Et puis bon, j'ai essayé de comprendre sa peine. Et puis, je me suis décidé. J'ai dit, bon, je vais aller là-bas et je vais faire face à ça. Je suis retourné à Fumban. On a commencé à traduire les cours. On avait des aînés qui nous traduisaient les cours. Mais après un temps, ils ont vu que ça nous rendait plutôt paresseux. Pourquoi? Parce qu'on ne se forçait pas à apprendre le français. On restait dans l'optique de anglais. Après un temps, ils ont décidé que non, vous aussi, vous allez vous battre à apprendre le français. Et en classe, je copiais les cours de mon voisin. C'est ce que je faisais. Et je faisais tout pour être assis à côté de quelqu'un qui écrit bien. Il écrit bien, ouais. oui. Il est rapide parce qu'on dictait les cours. Je m'assois, même si c'est après une page, je vais copier, je rentre à la maison, je recopie. Et c'est comme ça qu'à force de recopier mes cours en français, quand je lis quelque chose que je ne connais pas, je traduis. J'avais un dictionnaire, je traduis dans mon dictionnaire. Je n'avais pas, cette période-là, je n'avais pas d'Android. J'avais un dictionnaire physique, je regarde, je traduis, je dis bon, voilà ce que ça veut dire. D'accord. Mais en dehors de ça, quels sont les autres manquements auxquels tu as fait face? Quand je dis manquement, c'est par rapport à ce que tu connais de la formation dans le monde de l'art aujourd'hui. Je parlerai par exemple de la place de l'économie dans l'art. Est-ce que ce sont des choses dont on vous a parlé quand vous étiez à l'Institut des Beaux-Arts? Il faut dire qu'à l'époque où je suis entré au Beaux-Arts de Fumban, il n'y avait pas, je vais dire, le phénomène de maintenant. Parce que... Et qu'est-ce que tu parles, quand tu dis phénomène de maintenant, c'est par rapport à quoi? Quand je vois l'école avant et maintenant, il y a eu des phases où beaucoup de choses se sont passées. Et j'ai comme l'impression qu'actuellement, l'école, ce n'est plus ce que c'était avant, quand on était là-bas. Oui, c'est pour ça que je qualifie ça de phénomène parce que je ne peux pas donner un nom. Là-bas, il y avait les aînés qui travaillaient et on les avait comme modèles à l'école. On les voyait comme nos modèles. Et malgré les difficultés, le matériel, les espaces appropriés, en fait, le côté infrastructure, ce n'est pas la peine de soulever ça parce qu'il y en a même pas. Jusqu'à présent, Même jusqu'à présent, il n'y en a pas. Oui. Donc, c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant, ça existe. Donc, on ne peut pas se plaindre à ça. Donc, en fait, à l'époque, nous, on essayait de ne pas se plaindre. En fait, on a constaté que les gens qui se plaignaient, c'est les gens qui ont eu la possibilité d'avoir une formation avant de venir à Fumban. C'est-à-dire, j'avais les camarades qui ont fait l'Institut de formation artistique en Balmayo, à l'IFA. Et là-bas, ils ont goûté à la vie artistique, à une formation artistique, entre guillemets, appropriée. Donc du coup, quand ils reviennent à l'université, dans leur tête, ils se disaient que ça devait être plus élevé. Mais juste que quand ils viennent, ils voient qu'ils ont comme l'impression qu'ils sont en train d'être rétrogradés. Donc, c'est par rapport à leur expérience que nous, on comprenait qu'on avait les manquements. Parce que nous, fraîchement sortis du lycée, nous sommes à l'université, on apprend les matériaux, on apprend le matériel. Et on se disait que bon, il y a tout quoi. D'accord. Mais c'est à côté d'eux. Mais dis-moi, c'est-à-dire au-delà de ça, parce qu'il y a quelque chose qui me semble très important dans le parcours qui est le tien, surtout au niveau de ta formation. Aujourd'hui, tu es un artiste qui est respecté dans son univers et tout. Il y a d'autres jeunes, des jeunes même qui probablement sont encore au niveau des instituts des beaux-arts au Cameroun, qui t'admirent et te prennent comme modèle. Mais je voudrais bien que tu les expliques ici, là, comment toi tu as fait sans matériel, parce qu'il n'y avait presque pas de matériel, trouver la peinture acrylique à l'époque, je suppose que c'est... Mais comment tu te débrouillais pour créer, pour travailler, pour te projeter vers un avenir meilleur? Comment tu faisais ça, Boris?
quand je venais d'arriver à Fumban, il y avait ce problème de matériel. Et à l'époque, je travaillais avec la peinture à huile. Pas la peinture à huile professionnelle, mais la peinture à huile industrielle. Peinture de bâtiment. Oui. Qui est toxique, oui. Ça contient beaucoup de plomb. Et c'est avec ça que je travaillais. Parce que c'est moins cher, c'est facile à avoir. Et puis, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, mes enseignants ont dit, on ne peint pas avec ça. Tu peux faire tes choses au quartier avec, mais à l'école, c'est pas ça. Et c'était très difficile pour moi, en matériel. Qu'est-ce que je faisais? Comme je travaillais avec mon grand frère Koucha Rodrigue, les petits sous qu'il me donnait, j'épargnais et l'argent que ma mère va m'envoyer, parfois elle se battait. Chaque mois, elle m'envoyait 5 000. Chaque mois, elle se battait. Parfois, elle m'envoyait 3 000, après 2 000. Mais en total, ça faisait 5 000 par mois. Parfois. Moins de 10 euros pour ceux qui nous écoutent de Oui. l'étranger. Oui, par mois. Et puis, c'est pas chaque mois qu'elle me donnait ça. Donc, à chaque fois qu'elle me donnait, je gardais. Et avec l'aide aussi de Evanson Elad, il me procurait le matériel. Parce que lui, étant déjà un artiste établi, comme il avait constamment les amis expatriés qui venaient de l'Occident, qui venaient des États-Unis, à chaque fois qu'ils venaient, ils apportaient le matériel. Et pendant toute ma période à l'université, je travaillais avec la peinture Blick, la marque Blick, sans publicité, parce que c'est ça que lui, il avait. Et à force d'utiliser ça, je me suis retrouvé attaché à cela. Et il m'a beaucoup aidé dans ce sens. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Le peu que je peux lui donner, il me donne le matériel. Et après, je travaillais pour lui. C'est-à-dire, il a un tableau, s'il veut les éventails de couleurs, il me dit, bon, prends le bleu, tu mets là. Et puis, il m'apprenait aussi en même temps. J'étais son assistant, oui. en fait. Et je suppose, moi, je ne suis pas peintre, mais je suppose que tu avais des astuces pour faire durer le matériel, pour que ton pot de peinture... hein, parle-nous un peu de ça. Comme on dit souvent, on léchait la peinture. En fait, je me suis retrouvé... C'est une bonne chose, en fait. Je me suis retrouvé en train d'apprendre les techniques, comment économiser la peinture. C'est là où j'ai appris l'aquarelle. En fait, l'aquarelle, pour ceux qui connaissent, c'est une technique en elle-même et c'est un matériel. Donc, il y a l'aquarelle en tant que matière, il y a l'aquarelle en tant que technique. Donc, je me suis retrouvé en train d'utiliser mes acryliques pour faire la technique d'aquarelle parce que c'est économique. Là-bas, la peinture est tellement diluée, tu n'as pas besoin de blanc. Donc, à force d'utiliser ça, j'ai appris à travailler en aquarelle et ça m'économisait la peinture. Et à l'école, mon enseignant ne comprenait pas pourquoi à chaque fois qu'il donne un devoir, moi, je travaille toujours avec la technique d'aquarelle. Il se disait, bon, peut-être c'est une technique qui me plaisait, mais au fond, il ne comprenait pas pourquoi. J'utilisais, par exemple, un tube de peinture de 80 milli par an. J'achète un tube de 80 milli de jaune. Et en fait, les 3 couleurs primaires et les 2 tons. Ça me fait toute l'année. Quand on donnait les exercices pour travailler sur toile, moi j'ai dit, je préfère le papier. Et comme nous sommes à l'université, on ne va pas t'obliger à travailler sur toile, on ne va pas t'obliger. J'ai beaucoup travaillé sur du papier et c'est comme ça que j'ai pallié les défauts de matériel. Oui. Parce qu'avant, quand on nous imposait de travailler sur toile, j'utilisais la peinture émail, la peinture à huile industrielle. Et c'est là où l'enseignant m'a dit, bon tiens, il faut arrêter. D'accord. Mais dis-moi justement, vu qu'on parle des enseignants là, quels sont les enseignants qui t'ont marqué pendant cette période d'études, d'apprentissage aux Beaux-Arts? Docteur Afani Ruth Belinga, parce qu'elle a été pour moi, elle est pour moi comme une mère avant d'être une enseignante. C'est vrai, je l'ai connue sur le casquette d'enseignante, mais aujourd'hui, elle est devenue comme ma mère.
parce qu'elle m'a beaucoup soutenu avec les conseils, avec du matériel, avec son temps et tout le reste. Et il y a aussi M. Jean-Jacques Kanté. Parce qu'il faut dire que techniquement, si j'arrive à peindre aujourd'hui à mon niveau, c'est grâce à lui, avec sa résidence à Bâtier, les stages qu'il faisait chaque fin d'année à Bâtier. Il y a aussi Dr Tima Olivier, notre chef de département, parce que c'est auprès de lui que j'ai eu les premiers cours de technique de dessin, parce que lui là, il était beaucoup plus technique à l'école. C'est lui qui nous a appris les techniques de peinture, techniques de matériaux, oui. Suite à cela, j'ai fait la rencontre de M. Hervé Yumbi, parce que lui, il enseignait à l'Institut de Beaux-Arts de Konsamba. Et moi, je suis à Fumban et j'ai entendu parler de lui. Déjà, je le connaissais en tant qu'artiste, pas son nom, mais je ne l'avais jamais rencontré. Oui. Et j'ai commencé à m'intéresser à M. Hervé parce que j'ai vu son travail, il avait beaucoup d'extérité, c'était profond. Et j'ai commencé à faire des stages académiques avec lui. Et le côté conceptuel, le côté réfléchi du travail, c'est lui qui m'a donné ça, avec Dr Afane Belinga. Il y a beaucoup d'autres enseignants à l'Institut de Beaux-Arts de Fumban qui ont contribué à leur façon, d'une manière directe ou indirecte. Oui, à te former. Oui. Mais dis-moi, donc là, tu es allé jusqu'à... tu es aujourd'hui titulaire d'un Master 2 en peinture à Fumban. Mais dis-moi, quels ont été les artistes que tu avais pour référence, c'est-à-dire des artistes qui t'inspiraient quand tu étais encore sur les bancs et à qui tu voulais ressembler? Est-ce qu'il y en avait déjà des Camerounais qui te parlaient? Comme j'ai dit, il y avait M. Hervé Yumi. Parce que quand j'ai regardé son travail et le propos était tellement chargé, mais quand je voyais la représentation, c'était aussi simple. Donc, je n'arrivais pas à comprendre comment il parle d'une idée compliquée pour moi, pour ma réflexion, et il représentait ça avec les gestes, les signes, les symboles, les dessins aussi faciles que tout le monde peut faire. Mais quand tu vois ça c'est un certain degré de profondeur. Donc il y a déjà M. Hervé qui m'a beaucoup attiré. Il y a Dr Afane, oui, Dr Afane Belinga. Elle, c'était le côté pluridisciplinaire. Oui. Elle faisait quelque chose que moi je ne osais pas faire. Elle était dans la performance, elle était dans les installations. Et puis moi, à cette époque-là, c'est les techniques qui me faisaient un peu peur. Je voyais ça comme quelque chose de mystique. Oui, j'attachais un peu du mysticisme sur ça. Et du coup, j'ai appris à la côtoyer, à apprendre cela. Il y a aussi le travail de Jean-Jacques Kanté. Parce que tous les noms que je cite, je ne cite pas les noms juste pour citer, mais les noms que je cite, c'est les gens qui m'ont apporté. Oui. Qui ont un impact dans le travail que tu fais. Qui ont impacté mon travail que je fais aujourd'hui. Quand je voyais le travail de M. Kanté, je me disais, mais comment il arrive? Tu regardes un portrait, tu vois peut-être 10 couleurs sur le visage de quelqu'un. Je me disais, mais comment il arrivait à faire ça? Et c'est là où j'ai commencé à côtoyer son atelier, à faire les résidences qu'il faisait. Oui. Et dis-moi, je suppose que quand tu étais aux Beaux-Arts déjà, tu avais un sujet de recherche. Parce que dans tous les cas, il en faut bien pour valider ta licence et même ton Master 2. Quels sont les sujets que tu étudiais à cette époque? En licence, j'ai travaillé sur les crimes rituels. Oui.
parce que c'était un sujet qui m'a beaucoup marqué. Ouais, c'était devenu un fléau social. C'était un fléau. En fait, jusqu'à aujourd'hui, ça reste un fléau social dans notre pays, mais à l'époque, c'était un peu de trop. Et moi, quand j'ai fait le cours de art et société, la psychologie de l'art, j'ai compris qu'en quelque sorte, le rôle aussi d'un artiste est de montrer le visage de son environnement, oui, de la société dans laquelle il habite. Oui. Et je me suis dit, bon, à cette époque-là, il y avait pas mal de sujets qui m'intéressaient. J'ai fait un stage dans mon village, le Nkwifo. Je voulais montrer le visage du roi. Parce que le Nkwifo chez nous, à Mankon, à Bamenda, c'est le messager du roi. Et je voulais montrer ce visage-là. Mais à travers mes multiples recherches, j'ai constaté que travailler sur les crimes rituels aura plus d'impact. Oui. Ça aura un impact un peu plus national que le Nkwifo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le trafic d'organes, comment avoir les pouvoirs. En fait, c'est un sujet qui frottait un peu de la société, le mystique. Après, c'est ça. D'accord. Et du coup, après, tu as évolué vers autre chose. Tu peux nous en parler de comment. En fait, ce qui m'intéresse bien, c'est de montrer, de faire comprendre à ceux qui nous écoutent vraiment l'évolution de ton travail. C'est-à-dire comment tu es parti de cette recherche sur les crimes rituels, évoluer et arriver à cette esthétique qu'on te connaît aujourd'hui. Quelles sont les différentes étapes que tu as suivies? Ça, c'est une question qui me chatouille un peu parce que c'est quelque chose qui a commencé avec mes expériences dans la société. Ce sont des sujets que j'ai traités qui m'ont touché personnellement et ça reflète en quelque sorte le visage de la société dans laquelle je me retrouvais. Après avoir travaillé et fait cette recherche-là sur les crimes rituels, j'ai commencé à développer un travail sur les addictions. Parce qu'à l'époque, j'avais un sérieux problème des addictions. Oui. Et étant à l'université, oui, parce que je me retrouvais un peu seul des fois. Et pour retrouver un certain degré de confort, en fait, c'est ce que je me disais. En fait, c'est même ça l'addiction. Tu te donnes une idée fictive de quelque chose qui te procure du plaisir, juste pour l'instant, et après ça passe. Et puis ça revient, ça passe, ça revient, ça passe. Et j'ai travaillé sur les addictions, la dépendance négative. Parce qu'il faut dire qu'il y a la dépendance positive et il y a ce qui est négatif. Mais c'était quoi ton addiction à toi? Oh, il y avait une addiction qui est assez vulgaire, mais pour moi, c'était compliqué. Il y avait une addiction à la masturbation. Oui. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de copine, j'étais seul, et puis bon, j'avais les désirs, j'avais les envies, mais dans ma tête, il y a déjà les barrières sociétales que je n'avais pas financièrement. Il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à voir. Je ne voulais pas encore ajouter à cela une copine pour avoir plus de pression. Ouais. Oui. Et c'est après longtemps que j'ai constaté que c'était une addiction. Parce que par jour, 3 fois par semaine, c'était récurrent. Oui. Et je me suis dit, c'est intéressant pour moi de faire un travail dessus. Donc c'était ce qui fait que ce travail-là était aussi même comme une thérapie pour toi-même en fait. Oui, Ah, oui. super. C'est un travail qui m'a permis de me regarder en face. Oui. Mais juste que j'ai choisi de parler de ça parce qu'à chaque fois que je parle du sujet, je ne suis pas à l'aise. Et sur le tableau que je représentais, je ne voulais pas montrer ce côté néfaste-là.
Donc, je montrais plutôt le côté beau, du plaisir qu'on peut avoir, juste pour avoir cette capacité d'attirer les gens pour en parler. Oui. Parce que beaucoup de gens ont ce problème-là et ils n'ont pas, je ne peux pas dire le courage, mais ils manquent de volonté pour discuter avec l'autre. Parce que tu te dis, si je dis à quelqu'un que voilà la chose à laquelle je suis accro, on aura une certaine image de toi. Et puis on peut commencer à te stigmatiser, on peut te mettre à côté. Et puis beaucoup de gens n'ont pas le courage là. Surtout que c'est des sujets tabous très souvent qui sont l'objet d'addiction, que ce soit même la drogue. Tu dis que tu dis que drogue, c'est tabou, non, on n'en parle pas, etc. D'accord. Donc il y a eu cette recherche-là dans ton travail, tu t'es intéressé à ce qui touchait aux addictions et tout. Et ensuite, tu évolues vers quoi? Ensuite, là, je suis en master 1, première année en master. Et j'ai eu une opportunité de faire une résidence artistique à l'école aux ateliers SAM de Bill Kelani à Brazzaville. Arrivé là-bas, j'ai rencontré les sapeurs, la sapologie, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et là, en fait, les idées se sont basculées. J'ai vu une toute autre forme de dépendance. J'ai vu l'addiction sur un autre prisme. J'ai vu les gens qui s'attachaient aux vêtements de marque. J'ai vu les gens qui s'attachaient à la mode, à un point où je considérais ça de néfaste. C'était connu de tous, mais cet élément vulgaire, c'est devenu un patrimoine que on montrait que du beau, on montrait que du chic. C'est là où je dis, bon, c'est vrai, je ne suis pas congolais, mais je viens de passer un mois ici à Brazzaville, j'ai rencontré les sapeurs, j'ai vécu avec les sapeurs, mais ça serait intéressant pour moi de créer un lien entre ce que je fais comme l'addiction, parce qu'avant de travailler sur ça, j'ai d'abord commencé à développer un travail sur les selfietistes, les gens qui sont accros aux selfies, aux réseaux sociaux, oui. Et arrivé à Brazzaville, j'ai fait cette rencontre-là et j'ai commencé le travail sur la SAP. Oui. Et à cette époque-là, je montrais les sapeurs dans un prisme, dans une dualité. C'est-à-dire, je montrais la SAP telle qu'il voulait se voir, c'est-à-dire avec les vêtements propres, les vêtements chics, les couleurs flashy, mais juste que je ne les mettais pas d'identité. Il n'avait pas de visage, il n'y avait rien qui pouvait identifier la personne qui était derrière ce veste en Louis Vuitton ou derrière ces chaussures en Weston. Mais sur les corps, je les faisais, pour moi, je qualifiais ça une sorte de tatouage. Je mettais leur identité, les différentes marques qu'ils côtoyaient, qu'ils convoitisaient, les différents vêtements, les grandes marques qu'ils considéraient. Parce qu'il faut dire que pour eux, la SAP, ce n'est pas juste de bien s'habiller. La SAP, c'est de porter quelque chose qui est griffé, qui a de la marque. Ouais, et qui coûte cher, extrêmement cher. Oui. D'accord. Donc, ces dessins, ces représentations à l'époque-là, c'était juste mettre en avant le vêtement. Parce qu'eux-mêmes, peut-être de manière inconsciente, ils n'existent plus. Tout ce qui existe pour eux, ce sont les vêtements et les différentes marques qui sont sur ces vêtements-là. C'était un peu ça que traduisait ce travail alors. Oui, oui. D'accord. Moi, je comprends très bien parce que moi-même, quand j'étais en 2014 à Brazzaville, aux ateliers SAM, j'avais été aussi autant choqué que toi par rapport à la SAP. Mais quand même, avec du recul, je me suis dit, est-ce que, et c'est une question que je te pose d'ailleurs, est-ce que cette façon qu'ils ont de se vêtir de manière extravagante et qui est devenue carrément un culte pour eux, est-ce que ce n'est pas une sorte une façon pour eux de fuir la misère dans laquelle ils vivent, dans laquelle toutes ces personnes vivent là? Est-ce que ce n'est pas un échappatoire? Est-ce que ça ne serait pas le seul moment pour eux où ils ont peut-être l'impression d'exister, de pouvoir appartenir
à une société. Est-ce que tu as réfléchi aussi à ce genre de choses autour de la SAP? Pour vrai dire, c'est ça, l'essence même de la SAP. En dehors du fait qu'ils portent les vêtements flashy, les vêtements chers, c'est la situation du pays qui le fait saper comme ça. Oui. Parce que dans ça, moi je voyais le sacrifice. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire une série de travaux de sapeurs sacrifiés, les êtres sacrifiés. J'ai fait une série où j'ai montré les sapeurs dans leur environnement de vie. Parce que pour moi, c'est du sacrifice. Être capable de porter une veste en Jean-Paul Gaultier qui coûte dans les 3 millions de francs CFA, 4 000 €. Alors qu'on n'a même pas où vivre des fois, pour certains. On vit dans une chambre avec sa femme, ses 2 enfants, avec sa mère. Dans une chambre qui est délabrée. Mais on arrive avec juste le fait qu'on a un matricule qui est reconnu par le gouvernement. On part à la banque, on fait les prêts. Ça, c'est une forme de sacrifice pour oublier La misère. les misères. Parce qu'il faut dire que la majorité des pays en Afrique, en dehors du beau temps, beaucoup de gens font face à la misère, comme partout d'ailleurs. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.